Je vous emmène dans mes valises pour 24 heures à Bruxelles, participer à un événement business et lifestyle avec des centaines de femmes entrepreneurs. Au programme, des conférences inspirantes, des temps de convivialité autour d'un cocktail, du networking et des marques canons à découvrir. C'est parti pour une dose de good vibes et d'inspiration. Si tu ne me connais pas encore, hello! Je suis Marion et je suis photographe branding pour les entrepreneurs, les marques et les entreprises, mais aussi formatrice et mentor pour les photographes. Dans cette chaîne, je documente mon chemin pour construire un business au service de ma vie et je partage toute cette aventure avec toi. De mes réflexions sur l'entrepreneuriat aux coulisses de mes shootings photos. Mon objectif, c'est vraiment de t'inspirer, te motiver et t'aider, toi aussi, à créer la vie de tes rêves. Il y a quelques jours, j'ai participé à un festival pour les femmes entrepreneurs, le Roller Coaster Festival. Il est organisé à Bruxelles par une team menée par Émilie Duchesne et Cléo Goldbrenner. Elles animent une communauté digitale et elles font aussi plein d'events à Paris, à Bruxelles et même dans le sud de la France pour rassembler des femmes entrepreneurs. Ça fait à peu près 1000 ans que je veux participer à un de leurs événements et à chaque fois ça tombe mal avec mon agenda, mais cette fois-ci ça collait avec mon agenda, plusieurs de mes copines entrepreneurs avaient prévu d'y aller et cerise sur le gâteau, j'ai gagné une place. Donc vraiment, aucune excuse pour ne pas en profiter. Et plutôt que de garder tout ça pour moi, je me suis dit que j'avais partagé cette expérience avec vous. J'avais à la fois envie de partager mon déplacement et plus généralement comment j'organise mon quotidien d'entrepreneur quand je suis en déplacement. Parce qu'en tant que photographe branding, je bouge beaucoup. Certes, je suis basée à Paris, mais je passe mon temps à bouger un peu partout en France, en Europe et même parfois un peu plus loin. Et donc, au fil de l'eau, j'ai trouvé une organisation qui me permet de continuer à bosser même quand je suis entre deux trains. J'avais aussi surtout envie de partager cet événement et finalement de vous transmettre les différents apprentissages, déclics ou réflexions que cet événement allait me procurer. C'est parti, on va passer 24 heures à Bruxelles ensemble. Je suis partie chez moi à 7h40, direction le RER, puis la gare du Nord pour aller prendre mon train direction Bruxelles. Dans le train, j'en profite pour finir de trier et retoucher des galeries de sélection pour mes clientes de la semaine dernière. Donc ça me prend quasiment tout le trajet et le reste du temps, je bouquine, je prends mon petit thé et je regarde le pays. Une fois arrivée à la gare, j'ai deux choix, soit je prends le métro pour 10-15 minutes, soit je marche pendant 20 minutes. Évidemment, je préfère cette option-là. J'adore marcher en ville, surtout quand il est beau comme ça et je suis pas super chargée. Je trouve que c'est vraiment un plaisir et ça permet de profiter du chemin. Évidemment, j'en profite pour faire quelques photos parce que je vois des fleurs, je vois des bâtiments qui sont intéressants, donc je sors l'appareil photo du sac à dos et je shoot un peu juste pour le plaisir parce que ça m'amuse. Il est encore un peu trop tôt pour faire le check-in, du coup je me pose dans un petit café juste à côté de mon hôtel qui est vraiment très sympa. J'adore trouver des cafés cosy dans lesquels m'installer pour bosser, même s'il n'y a pas forcément une excellente wifi, c'est pas très grave pour moi parce que je peux passer du temps à retoucher des photos, à faire du montage, donc j'ai pas toujours besoin d'internet. Par contre, c'est ultra important pour moi d'être dans des espaces qui m'inspirent, dans lesquels je me sens bien. La déco est sympa, les gens sont adorables, voilà, donc bref, ce lieu-là était parfait, le thé était bon, j'ai pris un truc à grignoter et c'était aussi très très bon, donc ça m'a requinqué pour la journée. Ensuite j'ai filé faire mon check-in à l'hôtel, me préparer vite fait et puis direction le lieu du festival, à peu près 40 minutes de tram. Fun fact, j'étais dans le tram, direction le lieu du festival. Tout se passait bien et j'étais en train de regarder l'app, parce qu'en gros l'équipe organisatrice a créé une app pour vraiment pouvoir donner toutes les informations, qu'on puisse se rencontrer, etc. Trop bonne idée. J'étais tellement dans l'app que du coup j'ai loupé mon arrêt de tram. Et donc je suis sortie en vitesse au prochain arrêt et je me retrouve à marcher encore et toujours. C'est la journée de la marche, voilà! Une fois sur place, je dois retrouver deux copines entrepreneurs qui, elles aussi, viennent de Paris pour participer à l'événement. Et à peine arrivée, j'ai un premier challenge, elles ne sont pas encore, je suis seule. Deux options, une, me cacher dans un coin et attendre qu'elles arrivent. Deux, prendre sur moi et aller parler à des inconnus. Je me suis challengée et j'ai choisi l'option numéro 2 parce que c'est exactement pour ça que j'étais venue à cet événement, c'est pour faire des rencontres, pour découvrir de nouvelles personnes et donc ça commençait dès maintenant. Le constat c'est quand même qu'on était beaucoup dans le même cas et donc c'était assez simple je trouve d'engager la conversation. Je pense que dans ce genre d'événement tout le monde est là pour la même raison et donc tout le monde est ouvert à faire des rencontres et à discuter même quand on ne se connaît pas, ce que je trouve extrêmement agréable. Ensuite les filles sont arrivées et on a fait un premier tour des lieux pour découvrir les différentes marques qui étaient sur place et c'était plutôt cool comme ambiance. C'est parti pour la première conférence, on rentre dans le vif du sujet. J'ai pris plein de notes pendant toute la conférence et voilà ce que j'en retiens. Déjà, on reconnaît le syndrome de l'imposteur aux 4 P. Perfectionnisme, paralysie, procrastination et désir de plaire. Souvent, il est lié au sentiment qu'on n'est pas à sa place, qu'on est illégitime. Et le plus souvent, on en souffre justement parce qu'on est légitime et parce qu'on maîtrise notre sujet. Je m'explique. En fait, on maîtrise tellement notre sujet qu'on connaît nos parts d'ombre, on sait ce qu'on ne sait pas,
Et donc on ne te sent pas légitime sur l'ensemble du sujet parce qu'on connaît nos zones d'ombre. A l'inverse, quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet, il va pas savoir ce qu'il ne sait pas, j'espère que c'est clair. Du coup, il va se sentir super légitime parce qu'il n'a pas connaissance de ce qu'il ne sait pas. Et donc parce qu'on est bon, parce qu'on maîtrise notre sujet, on se sent illégitime. C'est un peu compliqué, mais en vrai, ça fait complètement sens. Maintenant, quelques tips pour le surmonter qui ont été donnés par les différentes participantes de la table ronde. Déjà, regardez nos faits et pas nos impressions personnelles. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement, qu'est-ce qu'on a réussi? Justement, passer à l'action et faire. En gros, utiliser ce syndrome de l'imposteur comme un moteur, comme une manière d'aller de l'avant, d'apprendre et de s'améliorer. Vraiment le mettre au service de notre action. Se rappeler que c'est pas grave d'échouer. On est globalement beaucoup trop exigeant envers nous-mêmes. Un autre point que j'ai trouvé super intéressant, c'est aussi de célébrer le positif. C'est-à-dire que plutôt que toujours s'attarder sur le négatif, célébrer le positif, fêter nos victoires pour avoir un mindset plus positif de manière générale. Et enfin, se dire que la comparaison, c'est du poison. Grand merci à Mathilde Cabanas pour cette punchline que j'aime beaucoup. La deuxième conférence portait sur le fait de reprendre le pouvoir sur nos finances et elle était animée par Émilie Olena. Voilà ce que l'on retient. Déjà, nos habitudes et nos connaissances en matière de gestion financière sont extrêmement dépendantes de notre famille. En gros, la famille, c'est vraiment le lieu où on te transmet ces informations-là. Et du coup, cette information, elle est forcément biaisée, voire très limitée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de blocages, de peurs, de mythes autour de la gestion financière et de l'argent en général. Et donc, c'est important de se former, de s'éduquer pour dépasser ces blocages-là et aller de l'avant. Un des points qui est intéressant et dont j'avais déjà connaissance pour l'importance d'avoir une épargne de précaution. Alors, Émilie conseillait entre 3 et 6 mois, une autre conférence un peu plus tard conseillait entre 6 et 12. Moi, de manière générale, je pars sur 6 mois, c'est-à-dire que en épargne, qui est disponible directement, j'ai 6 mois pour vivre. C'est-à-dire que je sais que j'ai 6 mois qui couvrent 100% de mes dépenses. J'ai 6 mois pour vivre qui sont en stock et qui me permettent du coup de baisser mon insécurité financière. De manière générale, bien investir, c'est préparer son futur et notamment préparer sa retraite. Un des points importants, c'est de savoir répondre à la question de combien tu as besoin pour vivre. Et pour se motiver et pour donner du sens à tout ça, c'est intéressant, et j'aime beaucoup cette idée, de définir nos objectifs financiers. De définir 3-4 objectifs financiers, plus ou moins long terme, qui vont nous motiver et nous permettre de savoir pourquoi on épargne, pourquoi on investit et de nous motiver tout simplement. Donc, ça peut être acheter ta maison de campagne, ça peut être aller faire un tour du monde, ça peut être envoyer tes enfants dans les meilleures écoles. Peu importe l'objectif, l'idée c'est que tu l'aies vraiment en ligne de mire pour savoir pourquoi on fait tout ça. Et de manière générale, l'intonation, c'est vraiment la clé et donc il faut arrêter de faire l'autruche. C'est important de savoir combien on dépense chaque mois et combien on a besoin chaque mois pour vivre de manière confortable. Un des points que je l'ai trouvé aussi très intéressant, c'est le fait de provisionner nos dépenses. Donc ce qu'Émilie conseillait, c'est de faire le point sur toutes nos dépenses classiques, habituelles à l'année et de les diviser par 12 pour voir combien on doit épargner chaque mois et provisionner chaque mois justement pour répondre à ces besoins-là. L'idée, c'est que comme ça, quand la dépense arrive, ce qui est jamais au bon moment, tu as l'argent qui était là provisionné et donc tu n'es pas stressé. Elle a aussi partagé la règle du 50, 30, 20, c'est-à-dire que 50% de ce que tu gagnes doit être utilisé pour les dépenses indispensables, 30% doit être utilisé pour le plaisir, le fun, et 20% pour épargner. Évidemment, c'est pas toujours possible, ça dépend de ta situation personnelle, c'est juste une manière d'envisager la répartition de ton argent. Et enfin, elle a partagé les 3 étapes de l'argent, c'est-à-dire générer, gérer et faire fructifier. Et ce qui est intéressant, et s'il y a un point de vue que je comprends complètement, c'est que ça sert à rien d'essayer de faire fructifier ton argent, donc l'étape 3, si tu ne sais déjà pas le gérer, qui est l'étape 2. Et ça, c'est un truc intéressant à gagner en tête. La conférence d'après était animée par Brune Foyot, qui est de la maison Veuve Clicquot, et Marion Schutetten, qui est la fondatrice d'Hortet Store, qui est une marque que j'adore. Le sujet, c'était comment se rendre visible et développer son réseau. Ambitieux programme. Déjà, elles ont parlé du programme BOLD, qui est un programme pour soutenir, accompagner, mettre en visibilité les femmes entrepreneurs, qui est géré par la maison Veuve Clicquot, justement, qui est en lien avec leur histoire, si vous connaissez un petit peu l'histoire de la marque, qui a à la fois des remises de prix, d'ailleurs c'est pour ça que Marion Schutetten était là, c'est que c'était une des lauréates des éditions précédentes. Il y a aussi un baromètre sur l'état de l'entrepreneuriat féminin dans plus de 25 pays, je crois. Et il y a aussi une database, un espèce d'annuaire géant des femmes entrepreneurs dans le monde qui s'appelle la Bold Open Database, sur lequel on peut toutes s'inscrire. De manière générale, je suis vraiment fan de ce programme. De toute façon, tu mélanges visibilité et soutien des femmes entrepreneurs et champagne. Moi, je suis acquise, il n'y a pas de problème, j'adore. À part ça, voilà ce que j'ai retenu de cette conférence qui était vraiment cool, que j'ai beaucoup aimé.
c'est ok de rater. L'échec n'est jamais vraiment un échec parce que tu apprends. Il faut 1000 échecs pour une réussite et il n'y a que ceux qui n'essayent pas qui n'échouent pas. Et ça, c'est vraiment ultra important. Ça résonne beaucoup avec mes propres blocages et mes propres peurs. Quand tu n'as pas de moyens mis sur ta créativité, célébrer des victoires, se goper une réussite, c'est vraiment une manière de tenir dans la longueur et de supporter la charge de travail importante quand on est entrepreneur. Parce que la vraie vie des femmes entrepreneurs qui réussissent, c'est qu'elles bossent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un point important aussi, c'est de se mettre à la place de tes clients pour mieux les comprendre et essayer d'imaginer leurs envies, d'anticiper leurs besoins, de comprendre qu'est-ce qui peut les bloquer dans ton parcours de vente ou dans ton concept. Un des points que Marion a partagé aussi et que je trouve vraiment inspirant, c'est de toujours faire preuve d'audace et notamment de pas avoir peur d'aller taper à la porte d'entrepreneurs qui t'inspirent, avec lesquels tu as envie de discuter, avec lesquels tu as envie de faire des projets, même si elles sont beaucoup plus influentes que toi, même si elles sont beaucoup plus successful que toi et que tu as l'impression qu'elles sont inatteignables. En vrai, Marion nous confiait qu'elle répond quasiment à tout le monde, elle fait vraiment de son mieux pour discuter avec le maximum de personnes et donner des conseils. Bref, faut toujours oser toquer à la porte des gens et au pire ça marche pas, mais au moins tu auras osé et c'est toujours un avantage d'avoir de l'audace. L'idée c'est qu'on a toutes et tous peur, mais que ça ne doit pas nous empêcher d'essayer et d'oser. L'importance de miser à fond sur le réseau aussi, parce que rencontrer la bonne personne, ça peut vraiment changer une trajectoire et changer une vie de manière beaucoup plus large. Et de prendre conscience que le temps que tu passes en déjeuner ou en café avec d'autres entrepreneurs ou avec des connaissances, c'est pas du temps perdu, c'est pas du temps de travail que tu as gâché, c'est un investissement que tu fais pour ta boîte, pour ton futur. Et ça, c'est quelque chose qui résonne beaucoup parce que moi, je sais que c'est une des choses que j'ai tendance à couper en premier quand je suis vraiment très occupée, quand j'ai une grosse charge de travail et que j'ai beaucoup de déplacements. Souvent, le truc que je fais sauter en premier dans mon agenda, c'est ça. C'est les rencontres entre entrepreneurs, c'est ma présence sur les différentes communautés en ligne auxquelles j'appartiens. Et je me rends compte que c'est dommage. Je me rends compte, je le savais déjà, mais je pense que ça a été une prise de conscience supplémentaire de me rendre compte que c'est dommage que ce soit ça qui saute en premier parce que ça me nourrit, ça m'inspire, ça me donne toujours plein de bons conseils, et au-delà de ça, c'est très bon pour mon réseau et pour le développement de ma boîte, donc je me retiens de faire différemment les prochaines fois. Il y a une phrase que Marion a prononcée que je trouvais super intéressante, « Il n'y a que les voitures qui font marche arrière ». J'adore. J'adore, c'est très parlant. Elles ont aussi parlé de l'importance de garder son indépendance financière quand on est une femme. J'avoue que c'est un sujet qui me touche beaucoup par rapport à mon histoire personnelle, familiale notamment. Je comprends complètement, moi c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi. Et je pense que c'est aussi pour ça que je bosse autant avec des femmes et que j'ai autant de plaisir à accompagner notamment des femmes entrepreneurs parce que les aider à déployer leur business, c'est justement leur permettre d'accéder à cette indépendance financière. Enfin, c'est une des choses que j'aime faire, on va dire. Donc voilà, c'était très touchant d'entendre Marion là-dessus. Et c'est quelque chose qui résonne extrêmement fortement en moi aussi. Et enfin, le must, c'est de t'entourer de personnes en qui tu as confiance. Tu sais qu'elles sont là pour toi, tu sais qu'elles ont à cœur de faire le meilleur pour toi, et donc tu es complètement en confiance. Ça peut passer soit par la délégation, soit par l'association, soit juste avoir un groupe de business friends. Pour Marion, c'est son mari, et je trouve ça extrêmement beau. La 4e conférence était à la banque Rothschild & Co. et c'était pour démystifier le sujet de l'argent. Il y a beaucoup de tabous, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de tabous, beaucoup de mythes, beaucoup d'incompréhension par rapport au sujet de l'argent, notamment en France, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, mais en France, je trouve beaucoup. Alors je suis déjà un petit peu sensibilisée et familiarisée avec le sujet parce que j'ai choisi de me faire accompagner sur cette thématique-là depuis 1 ou 2 ans, mais il y a quand même 2-3 petites choses que j'ai retenues, du moins que j'ai envie de vous partager. Plus l'horizon de placement est loin, plus on peut se permettre de prendre des risques, parce que ces risques se lisent dans le temps, c'est-à-dire que les rebonds sont souvent plus forts que les chutes, et donc ça sert à rien de passer toutes tes journées à suivre le cours de la bourse, à essayer d'anticiper les chutes et de les éviter, etc. Parce qu'en fait, en faisant ça, tu prends le risque d'éviter aussi les rebonds qui sont plus importants. La conférencière a donné un exemple concret, je vais le lire. Donc si tu avais passé ton argent sur le SPF 500 ces 10 dernières années sans y toucher, tu aurais eu un rendement de 10% par an. Si tu avais suivi le cours régulièrement et que tu avais essayé d'éviter les chutes, que tu avais vraiment enlevé ton argent avant les chutes, etc. Admettons qu'on enlève les 10 meilleures et les 10 pires journées, et là tu aurais eu un rendement de 7%. Donc c'est plus intéressant de laisser ton argent, de ne pas y toucher pendant X années, plutôt que d'essayer d'y toucher et de boursicoter. Intéressant. Et enfin, il n'y a pas de trop petits montants pour investir. Plus tôt tu commences à investir, même si c'est avec des mini-sommes, plus c'est intéressant.
pendant que je participais à cette conférence, il y avait aussi une conférence de Ludivine Maître. J'ai pas pu y assister parce que je n'ai pas encore le pouvoir de me dédoubler. Malheureusement, Hermione Granger ne m'a pas encore transmis son retour mère de temps. Il y avait plein de conférences intéressantes et j'ai dû faire des choix, mais ce que je trouve ultra intéressant quand même, c'est que j'ai donc pas assisté à cette conférence, mais j'en ai entendu parler tout le reste de l'après-midi. Il y a plusieurs personnes que j'ai entendu dire « Ah, j'ai adoré cette conférence, ça m'a donné tellement d'énergie, Ludivine est tellement solaire, tellement pétillant, ça m'a mis en dynamique. » Et du coup, je trouve ça ultra intéressant par rapport à l'impact que ton énergie a sur les autres. Moi, c'est quelque chose dont je suis très consciente, en séance photo notamment, d'ailleurs que je dis à beaucoup de photographes que j'accompagne, soit bien en mentorat, soit en formation. Ton énergie en tant que photographe va impacter l'énergie de la personne pour laquelle tu es en train de travailler, donc ton client, la personne qui modèle finalement. Si tu es dynamique, positif, enthousiaste, etc., ça va l'aider à rentrer dans cette vibe-là. À l'inverse, si t'es assez fermé, que tu parles à peine, que t'es un peu tristoun, nostalgique un peu dans ton monde, et ben la personne en face, elle va aussi être dans cette vibe, elle va pas forcément créer une connexion avec toi. Donc c'est vrai en termes de photos, mais du coup c'est vrai aussi par rapport aux conférences, et donc typiquement Ludivine a marqué les esprits par son énergie, son dynamisme, etc. Je trouvais ça intéressant de le noter, même si je n'ai pas eu la chance d'assister à cette conférence. Ensuite, j'ai assisté à l'interview de Cléo et Émilie par Jessica Trois-Fontaines. J'en ai retenu plein de choses, j'ai essayé de faire une synthèse pour que ce soit digeste. Déjà, prendre le pouvoir, c'est vivre sa vie, prendre le contrôle de son destin, s'affirmer et se sentir libre. Cool, j'aime bien l'idée. Trouver sa place, c'est la quête d'une vie. C'est important aussi de laisser une place au silence, au vide, à l'introspection. Ça nous permet de nous recentrer, de nous questionner, de vérifier qu'on est toujours bien aligné. Émilie partageait notamment qu'elle fait des voyages seule, qu'elle va se balader dans la nature sans forcément justement écouter de podcasts et essayer de remplir la moindre zone de vie. Et ça, c'est intéressant à prendre en compte parce que je trouve qu'on a toujours tendance à vouloir tout optimiser. Ok, je vais me balader dehors au soleil, mais par contre, je vais mettre mes AirPods et je vais écouter un podcast. Peut-être que c'est juste ok d'aller se balader et profiter du soleil et d'écouter les petits oiseaux qui chantent. L'importance aussi de trouver de la joie dans ton projet, c'est quelque chose qui me parle énormément. Moi, quand il n'y a plus de joie dans un projet, c'est qu'il faut en changer. C'est qu'on n'est pas aligné. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel j'ai envie de revenir en vidéo prochainement. Donc je suis complètement alignée avec ça. Pour moi, la joie doit guider notre action. Et en tant qu'entrepreneur, quand il n'y a plus de joie, en général, c'est qu'il y a un problème. Un des points qu'elles ont noté, avec lesquels je suis encore une fois très très alignée, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un accélérateur de vie, dans le sens où ça te force à travailler tout de suite sur tes blocages, tes peurs, tes doutes, bref, tes points faibles. En fait, si tu le fais pas, ça peut complètement gangréner ta boîte et ça peut te desservir à moyen et long terme, et donc tu es forcé, quand tu deviens entrepreneur, de travailler sur toi. C'est très challengeant, mais en même temps, je trouve aussi que c'est très positif. Ça nous fait grandir beaucoup plus vite. Quelque chose qu'elles ont dit dont je n'avais pas forcément conscience, c'est aussi que la naïveté peut être notre meilleur allié pour réussir. Qu'elles ont voulu dire par là, c'est que souvent quand on est un peu naïf, on y va. En fait, on se pose pas 45 questions, on laisse pas la place au doute, on se dit pas « Ah, mais peut-être ». Non, en fait, on y va, on passe à l'action et du coup, souvent, c'est récompensé. Je trouve ça très intéressant comme concept, je l'avais pas forcément en tête, mais effectivement, peut-être qu'être naïf, parfois, ça nous sert. Se laisser le droit de déconnecter, en fait, en se disant « Mais concrètement, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et Lily disait par exemple « Concrètement, si je réponds à personne pendant 48 heures, qu'est-ce qui est le plus grave qui peut se passer ?» Spoiler, pas grand chose, hein, le monde va pas s'arrêter de tourner, ça va pas être horrible si tu ne réponds à personne pendant 48 heures, donc juste se foutre la paix, se lâcher la grappe, ça fait du bien aussi. Ne pas oublier d'écouter son corps, parce que souvent il nous signale quand il y a un truc qui va pas, soit mentalement, soit physiquement. Je ne peux qu'être 100% alignée avec ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup moi aussi. Une chose que j'ai notée aussi, c'est de faire attention à la comparaison. Les réseaux sociaux sont tellement omniprésents qu'on voit tout ce que les autres font, et souvent on se dit « Ah mais toutes ces personnes-là font tellement mieux que nous ». Attention à la comparaison parce qu'on ne voit jamais la face immergée des autres entrepreneurs qu'on suit, qui ont toujours l'air plus successful, plus intéressant, plus passionnant, plus engageant, etc. que nous. En fait, on ne sait pas concrètement comment ça passe dans leur business, et donc les filles partageaient qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des boîtes très successful, qui marchent très bien, qui pour autant ne se versent pas un copec à la fin du mois parce que c'est compliqué financièrement. Donc arrêtons de nous comparer, on fait ce qu'on peut, et nos propres comparaisons, c'est nous-mêmes, toutes les autres, ça sert à rien. Et enfin, un point intéressant que je me suis noté et qui résonne, c'est que ta destination peut changer. C'est-à-dire que tu te lances avec une idée, un résultat attendu, et finalement, peut-être qu'au cours du chemin, tu vas changer de destination. Et c'est ok, c'est aussi ça la vie. Ils disent pas forcément de t'arc-bouter et de chercher absolument à atteindre ce résultat-là. Si finalement tu te rends compte que ce résultat-là ne te plaît plus, c'est ok de changer. Donc c'est complètement ce que j'ai ressenti en quittant le conseil. Avant d'être photographe, j'étais consultante en stratégie et en organisation. Mon objectif, c'était de passer manager, puis directrice, puis associée. Et puis finalement, quand je suis passée manager, je me suis rendu compte que ma destination avait changé. Ça me
plaisait plus autant, ça m'inspirait plus autant, j'étais plus si heureuse finalement d'avoir atteint cet allié. Et donc ma destination avait changé et je me suis laissé l'opportunité de changer de chemin aussi et de suivre cette nouvelle destination. Donc ça a vraiment résonné. Dans l'ensemble, j'ai trouvé vraiment cette conférence passionnante. Jessica aussi qui les interviewait était ultra pertinente, ultra lumineuse, elle nous faisait beaucoup rire avec le fait de donner le micro aux personnes en mode talk show américaine. Vraiment c'était très très cool, plein de bonne humeur et plein de bons conseils. Ensuite, j'ai assisté à une conférence d'Alix Potti, qui est la fondatrice de Aimzone, qui est donc une marque de vêtements et accessoires. Le sujet, c'était comment remettre l'originalité au centre de votre business et de votre réflexion. J'en ai retenu plusieurs choses. Déjà, aujourd'hui, c'est simple de se lancer, c'est simple de monter une boîte, mais c'est beaucoup plus compliqué de soutenir cette boîte dans la durée. En gros, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint, et donc c'est une bonne chose de se lancer vite, mais le plus important, c'est de tenir dans la durée. Et justement, pour tenir dans la durée, il faut faire preuve d'originalité. En fait, il suffit pas d'avoir un produit, il faut vraiment transmettre en même temps que ce produit des émotions, un concept, une réflexion et marquer les esprits pour durer dans le temps. Et c'est justement important de se tenir à son ADN en tant que marque ou en tant qu'entrepreneur pour tenir dans le temps et donc finalement être fidèle à notre ADN, être fidèle à nos visions initiales. Alix partageait par exemple que Aimzone, leur ADN, c'est les couleurs, les motifs, les patterns assez bold, assez audacieux. Et elle disait par exemple, s'il y a un financier qui rentre dans la boîte et qui nous dit bon bah c'est pas intéressant financièrement d'avoir autant de couleurs, ça coûte trop cher, il faut réduire. Oui, certes financièrement ça fait sens sur le papier, mais en fait c'est tellement contraire à l'ADN de la marque que c'est pas possible de l'envisager. Et donc je trouve ça intéressant le fait de se dire tiens à ta vision, tiens à ce qui te rend unique, à ce qui te différencie d'autres, parce que c'est ça qui va te permettre de développer une marque et de développer un business dans la durée et de continuer à marquer les esprits et de fédérer une communauté de personnes qui sont alignées avec cet ADN-là. Donc Alix disait vraiment, on ne vend pas qu'un produit ou un service, on vend une émotion, une réflexion, un concept. Sinon parfois on a l'impression que créer son concept, trouver son produit, lancer son site web, ça y est, on a fait le taf, c'est fini. En fait non, c'est que la première marche de l'escalier. Derrière c'est comment tu dures dans le temps. Alice nous disait aussi que c'est ultra important de comprendre comment fonctionne une boîte concrètement, en termes de gestion financière notamment. Moi, j'avoue, c'est un sujet qui me passionne pas fondamentalement, mais elle nous donnait des tips pour rendre la comptabilité sympa et sexy. Typiquement d'en faire un peu un moment avec nous-mêmes, petite bougie, petit plaid sympa, musique douce, etc., lumière tamisée. Je vous tiendrai au courant si j'arrive à implémenter ça pour ma compta mensuelle et si j'arrive à rendre ce moment sympa. Mais effectivement, je suis d'accord avec Alix sur le fait que comprendre comment une boîte marche, ça te permet vraiment de ne pas piloter à vue, de savoir exactement où tu vas et de garder un cap. Et enfin, je trouve son point de vue sur les réseaux sociaux était très intéressant. Son point, c'est de dire que les réseaux sociaux, c'est vraiment une arme ultra puissante pour prendre le pouvoir sur notre communication et pour maîtriser notre communication, de porter notre message finalement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment saturé. En fait, on mange du contenu non-stop et on y participe tous, hein. Et du coup, c'est très compliqué de se différencier. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Aimzone, justement, ils ont fait le choix de ralentir. Alors que tout le monde accélère. Eux, ils ont fait le choix de ralentir et de se dire ok, en fait on a envie de communiquer moins mais mieux. Et donc typiquement 40% de leur CA vient aujourd'hui de leur newsletter. Et du coup je trouve ça ultra intéressant parce que la newsletter c'est un format qui m'intéresse beaucoup. J'adore écrire, je trouve que c'est ultra puissant et j'entends beaucoup parler effectivement du poids des newsletters, donc je trouvais ça intéressant d'avoir le retour d'Alix là-dessus. Et enfin, la dernière conférence de la journée à laquelle j'ai assisté, c'est celle de Charlie Salvatore sur le make-up comme arme d'empowerment. J'ai pas forcément noté beaucoup de conseils de make-up parce que tout simplement j'ai la chance d'avoir une de mes meilleures amies qui travaille dans ce domaine et donc j'ai déjà pas mal de bons renseignements et de bons tuyaux sur ce sujet-là. Par contre, il y a 2 points que j'ai notés que je trouvais vraiment intéressants. Déjà, tu ne peux pas changer la manière dont les gens réagissent. Par contre, tu peux changer la manière dont toi tu réagis, dont toi tu leur réponds. Charlie prenait notamment l'exemple des insultes qu'on peut recevoir ou des haters qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et il disait en fait tu peux le prendre personnellement et laisser te bouffer la vie, mais tu peux aussi choisir de leur répondre avec humour, voire avec audace comme lui il fait typiquement. Une partagée, voilà, étant un homme dans le milieu du make-up, c'était pas forcément évident, il avait beaucoup d'insultes sur fond d'homophobie. Les gens me rendent dingue, franchement, bref, c'est un autre sujet. Il expliquait comment lui, il choisissait de leur répondre sans les laisser l'atteindre personnellement. Je trouvais ça très intéressant et ultra puissant. Il travaille beaucoup, mais il kiffe, et du coup, pour lui, c'est ça le plus important. Tant que tu kiffes, c'est ok de passer des heures à bosser, parce qu'en fait, tu le fais en étant conscient de pourquoi tu le fais, et t'es reconnaissant de pouvoir faire ça. Et enfin, et pour le coup, c'est un conseil cosméto, en make-up ou en cosmétologie, il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que des produits qui ne vous vont pas.
Il est à peu près 21h, les conférences sont finies, il est temps de passer au repas et de passer des moments conviviaux entre entrepreneurs. On se pose sur la terrasse avec un petit groupe d'entrepreneurs pour manger, il était temps, je suis vraiment affamée et cette petite pita végétarienne était très très bonne. Du coup, fin de soirée tranquille, qu'on passe à parler business, tunnel de vente, communication, marketing, on se raconte un peu nos vies et on assiste à un petit concert d'Elena, puis à un DJ set du duo Murphy-Femme. Pour le coup, j'ai pas fait la fermeture, pourtant j'adore danser, mais là je sentais que mon corps a atteint ses limites et un des points vraiment importants pour moi, c'est d'écouter mon corps, d'écouter mes émotions, d'écouter mes sensations et je sentais que là je commençais à tirer sur la corde. Vers 23h, j'étais rentrée à l'hôtel, j'ai pu aller me coucher et maintenir mon énergie parce que pour moi c'est ça aussi, créer un business au service de sa vie, c'est reconnaître tes limites et savoir t'écouter. Maintenant, good night! Ce n'est pas parce qu'on est loin de la maison qu'on doit laisser tomber nos routines bien-être. Alors ce matin, comme tous les matins, je me réveille 1h30 à 2h avant le moment où je vais commencer à bosser pour mettre en place ma petite routine bien-être. 20 à 30 minutes de lecture, soit des livres business, soit des livres plaisir en fonction de l'inspiration et de l'envie du moment. Aujourd'hui, j'avais vraiment pas envie de lire des livres business, pour le coup, je pense que j'ai fait le plein d'inspiration et de contenu business la veille, donc j'avais vraiment pas envie, j'ai lu World War Z, rien à voir, on parle zombie et ça fait du bien de penser à autre chose que de business de temps en temps. Du journaling pour poser mes réflexions, mes intentions, mes envies, tout ce qui me passe par la tête et vider mon cerveau, ça me fait vraiment énormément de bien de faire ça le matin au réveil. Et j'ai aussi fait un peu de sport. J'ai loupé hier mon cours de sport hebdomadaire avec mon coach sportif. Je savais que j'aurais aucun autre moment dans la semaine où je pourrais faire du sport, donc je me suis motivée ce matin à aller à la salle de sport et à faire une petite routine sport. J'étais assez simple, hein. J'ai fait quoi, une demi-heure, 35 minutes maximum. La vraie vie, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la salle de sport et du coup j'étais extrêmement gênée de me filmer en train de faire du sport. Je suis pas du tout habituée à vlogger, en général je suis plutôt de l'autre côté de la caméra, donc c'était forcément un peu gênant, mais j'ai travaillé sur moi, je me suis dit qu'en fait tout le monde s'en fichait, que personne n'allait me juger et qu'au pire ça me jugeait, c'était pas grave. Donc je l'ai fait quand même, j'ai filmé 2-3 petites séquences histoire de montrer un peu ma routine du matin. Et enfin un petit moment skincare et maquillage pour finir cette routine matinale et commencer du bon pied. Il est à peu près 9h et je viens de finir ma routine du matin. J'ai encore mon petit thé qui est beaucoup trop petit, hein, les tasses de cette taille là, franchement c'est pas humain. Moi il me faut à peu près 3 fois ça pour une vraie tasse de thé. Mais c'est pas grave, je vais juste le prendre 3 fois et ça marchera aussi. Bref, c'était un aparté. Oh, wow. Ok, I am on fire. La journée d'hier était vraiment très cool. Je trouve que c'est assez rare dans l'événement business d'avoir un bon mix entre de la convivialité, des échanges, du fun d'un côté et des conférences qui sont vraiment intéressantes. Et quand je dis vraiment intéressantes, c'est pas avoir des conférences qui sont juste là pour te vendre le produit ou le service de la personne qui fait la conférence ou juste pour te donner des infos qui sont vraiment basic. Il y a quand même quelques conférences que j'ai fait où en fait l'information, à part si tu viens de débuter dans l'entrepreneuriat, ça te semble relativement accessible et normal. Et donc ça m'est arrivé de faire des events business où en fait à la fin de la journée je me disais ok, c'était cool de voir les gens, c'était intéressant, mais finalement par rapport au temps investi, ça vaut pas forcément le coup. Là j'ai pas du tout cette impression là, donc c'est vraiment très positif. C'était vraiment un bon mix entre des moments d'inspiration avec des entrepreneurs que j'ai trouvé personnellement inspirants, très motivant, déculpabilisant aussi, et avec des parcours vraiment incroyables. Et en parallèle, des temps de décompression, des temps de rencontre où tu pouvais juste te poser avec un cocktail, papoter avec 4, 5, 10 entrepreneurs et juste refaire le monde, parler business, parler tunnel de vente. Sur ce, je vais lâcher mon petit carnet, je vais aller bosser. Je vais bosser jusqu'à 12h30 à peu près à l'hôtel. J'avais pris un hôtel justement dans lequel la chambre était assez grande pour pouvoir m'enregistrer, pour pouvoir bosser tranquillement sur le canapé. Et ils ont aussi une cour intérieure vraiment chouette, je montrerai ça tout à l'heure. Donc je pense que vu qu'il fait beau à Bruxelles aujourd'hui, je pense que j'en profiterai pour aller prendre un peu de vitamine D, ça va me faire du bien. J'ai fini le tri de mes séances de la semaine dernière et j'ai envoyé les galeries de sélection des photos à mes clientes. Trop hâte d'avoir leur retour. J'ai aussi répondu aux questions de 2 clientes qui sont en train de préparer leur séance et j'ai envoyé des devis pour de futurs projets. Le tout depuis le canapé de ma chambre ou au soleil dans le patio. Il est déjà l'heure de partir attraper mon train, je file, je passe vite fait acheter de quoi déjeuner et je saute dans le train. J'ai 3 minutes d'avance, je suis un PLS, je déteste être en retard. Du coup, je profite du voyage pour réfléchir à mon écosystème d'offres et commencer à noter mes déclics, mes idées suite à l'événement d'hier. J'arrive à Paris, je saute dans le métro et enfin, le retour à la maison. Welcome home! Concrètement, qu'est-ce que je retiens de ces 24 heures express à Bruxelles pour participer à un événement de femmes entrepreneurs? J'ai retenu que quand on est entrepreneur, tout va vite. Donc on n'a pas forcément le temps de tergiverser, de se poser 1000 questions, de douter, d'hésiter entre option A, option B, option C, etc. Et finalement c'est une bonne chose. Ça permet vraiment de passer à l'action plus rapidement. Je peux passer
10 heures, 20 heures à benchmarker un sac à dos ou une gourde isotherme. Et oui, c'est du vécu. Je passe aussi beaucoup de temps à tout questionner mes offres, mon écosystème, je doute beaucoup, je me pose 1000 questions et je me rends compte que ça peut vraiment me desservir et c'est quelque chose sur lequel j'ai très envie de travailler. Je veux dire aussi qu'il faut arrêter d'avoir peur de l'échec. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, dont je souffre beaucoup personnellement. J'ai vraiment le syndrome de la bonne élève, c'est-à-dire que je veux que tout soit parfait, j'ai la peur d'échouer, j'ai la peur de faire mal, c'est très très présent chez moi, j'en suis consciente, j'essaie de travailler là-dessus. Je sens que ça me retient, encore une fois, aujourd'hui, donc c'est quelque chose sur lequel je veux travailler, et c'est quelque chose qui a été énormément répété par les différentes conférencières. Voilà. C'est un petit déclic supplémentaire que j'ai eu qui va me permettre d'avancer. Et la réponse à ces deux problématiques-là, c'est de toujours oser, d'avoir de l'audace, d'avoir du culot, c'est toujours payant. Donc oui, à faire preuve d'audace, à oser davantage, que ce soit pour mon business ou au quotidien. Le quatrième apprentissage, c'est que bien s'entourer, c'est la clé. Que ce soit pour déléguer ou simplement pour développer son réseau professionnel, c'est toujours utile. C'est vraiment génial pour sortir de sa bulle, pour développer son business, pour s'inspirer, pour prendre un pas de recul finalement sur ce qu'on fait au quotidien. Et donc ça me donne envie moi aussi de dédier plus de temps à des rencontres entre entrepreneurs, que ce soit participer à des conférences, à des masterclass, à des événements présentiels. J'ai la chance d'habiter à Paris et je trouve que j'en profite pas assez pour faire ce genre d'événements. Donc c'est sur ma liste, c'est dans ma to-do de participer à plus d'événements, de rencontres ou même de cafés avec d'autres entrepreneurs. Et en dehors du festival, ce que je retiens même de ce déplacement express à Bruxelles, c'est vraiment que c'est super important de bien se connaître et de s'écouter. Quand je suis en déplacement, je sais que c'est important pour moi d'être dans un environnement qui m'inspire, dans lequel je me sens bien. En fait, de me recréer mon cocon, loin de mon propre cocon. Et donc ça veut dire que j'accepte de payer plus cher pour des très bons hôtels, j'accepte de passer du temps et donc de dépenser de l'argent dans des cafés ou dans des restos que j'aime bien. En fait, même si ça coûte de l'argent, je sais que c'est un investissement pour mon confort, pour ma santé mentale, pour mon plaisir. Et pour moi, c'est aussi à ça que sert mon business. Il sert à me faire plaisir et à me donner des bonnes conditions de vie. Et toujours écouter son corps et écouter son énergie. J'ai quitté l'événement un petit peu plus tôt parce que je sentais que j'étais au bout du rouleau, que j'étais fatiguée et parce que j'ai une maladie chronique, je savais très bien que si je tirais sur la corde, j'allais le payer le lendemain, voire les jours suivants. Et j'avais pas envie de ça, donc j'ai écouté mon corps et je me dis ok, je suis fatiguée, let's go. J'ai adoré, c'était incroyable. Maintenant je vais me reposer, je vais prendre soin de moi et de mon physique. Et ça c'est vraiment une tendance qu'on a tous, de manière générale, je trouve encore plus les entrepreneurs, c'est de tirer sur la corde en disant ah, on a le FOMO en fait, on a le fear of missing out, on a envie de toujours faire plus, on a peur de louper quelque chose et donc on tire sur la corde et in fine on le paye toujours. Le but c'est quand même que ton business prenne soin de toi parce que pour moi c'est vraiment ça, créer un business au service de sa vie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a motivé, que ça a généré des déclics pour vous. C'était vraiment un plaisir de vous emmener avec moi dans cette aventure et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!